Excusez-moi, je peux savoir ce que vous faites ici? Le bureau des aides sociales est au coin de la rue, lança la voix de Ricardo Herrera, résonnant sur les sols en marbre de la First National Bank, tranchant l'air comme une lame. Depuis sa guérite, il leva à peine les yeux avant de laisser tomber ses paroles méprisantes à l'attention de la femme qui s'approchait du guichet, vêtue d'un tailleur élégant. Elena Jiménez sentit sa respiration se bloquer. Un silence s'abattit sur la foule venue pour la pause déjeuner, tandis que les têtes se tournaient. Les lèvres de Ricardo s'étirèrent en un sourire satisfait, savourant l'attention qu'il venait de capter, sa voix juste assez forte pour que chaque syllabe porte. « Ceci est une banque privée, pas un endroit pour encaisser des chèques », lança-t-il avec mépris, balayant la femme du regard comme si elle n'avait rien à faire là. Les gens comme vous viennent toujours ici avec un faux document ou pour tenter une arnaque. Il fit un geste vers la sortie, comme pour chasser quelque chose d'indésirable. Si vous avez une carte BT, le distributeur est dehors. La pièce se figea. Le seul bruit perceptible était celui des doigts tapotant doucement sur les téléphones alors que les applications d'enregistrement se lançaient. Vous est-il déjà arrivé qu'on vous fasse sentir que votre argent ne vaut rien, simplement à cause de préjugés? L'horloge au mur indiquait 12h30. Près de la porte, une plaque en laiton annonçait « Réunion du comité exécutif, 13h15 ». La banque fermerait à 13h pour le déjeuner et rouvrirait à 14h. Sofia Rios, une journaliste indépendante debout derrière Elena, ajusta discrètement son téléphone, capturant la scène du coin de son écran. Une alerte Instagram live clignota. Injustice bancaire en direct. First National Centre-Ville. Elena posa doucement un bordereau sur le comptoir, ses mains stables malgré la colère qui montait en elle. « Je voudrais retirer 25 000 $ de mon compte », dit-elle d'une voix claire et posée. Ricardo éclata d'un rire sec. « 25 000 ? Madame, c'est plus que ce que certains gagnent en un an. C'est quoi cette blague ?» Sans même le lire, il attrapa le bordereau et le froissa dans sa paume. « Laissez-moi deviner, vous allez dire que vous dirigez une entreprise ou que vous êtes une cadre supérieure, non? C'est toujours la même histoire. » se moqua-t-il. L'affluence du début d'après-midi s'était calmée, mais les quelques clients restés étaient captivés. Une femme en manteau de créateur se pencha vers son ami et murmura « Quelqu'un devrait appeler la sécurité ». Un homme âgé secoua lentement la tête, le visage marqué par la déception, sans dire un mot. Depuis le bureau vitré au fond de la salle, Claudia Delgado, la responsable d'agence, apparut. Ses talons claquaient rapidement sur le sol poli alors qu'elle approchait, le regard analysant la scène tendue avec le détachement froid de quelqu'un habitué à éteindre des incendies. « Ricardo, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, bien que sa posture laissait déjà deviner son soutien à son employé. Elle essaie de retirer une grosse somme. Elle dit qu'elle a un compte, répondit Ricardo d'un ton appelant au renfort. 25 000. Les sourcils de Claudia se haussèrent. C'est plutôt inhabituel. Madame, avez-vous une pièce d'identité valable? Et nous devrons également vérifier votre emploi pour une transaction de ce montant. Elena sortit calmement son permis de conduire et une carte bancaire platine qui brillait sous les lumières. La carte scintillait, le logo de First National en relief à côté du nom d'Elena. Ricardo la regarda à peine, l'agitant dans l'air comme un accessoire bon marché. « Tout le monde peut avoir une fausse pièce d'identité de nos jours », marmonna-t-il. « Certaines ont même des logos sophistiqués. Elles sont de plus en plus difficiles à repérer chaque mois. » Il brandissait la carte comme une preuve au tribunal. Sur l'écran du téléphone de Sofia, le nombre de spectateurs en direct augmentait. 847, puis plus de 1000. Les commentaires affluaient. Incroyable. C'est quelle banque? Appelez la presse. Sofia gardait sa caméra fixe, enregistrant chaque geste méprisant, chaque mot cinglant. « Je suis cliente ici depuis 6 ans. » dit Elena avec assurance, sa voix calme et professionnelle malgré la honte qui bouillonnait en elle. « Mon numéro de compte est clairement imprimé sur ma pièce d'identité et cette carte. » Claudia s'approche, se plaçant aux côtés de Ricardo, formant un mur d'autorité. « Pour les gros retraits,
expliqua-t-elle froidement. Nous avons des protocoles stricts, surtout en ce qui concerne certains types de comptes. Ces étapes sont nécessaires pour protéger nos clients et la banque contre toute fraude potentielle. Les mots « certains types de comptes » flottaient dans l'air comme un nuage toxique. Le flux de Sofia capturait tout. Le regard complice échangé entre Claudia et Ricardo, leur posture de plus en plus rigide, leur attitude subtilement menaçante. Puis une silhouette apparut près des bureaux du fond. C'était Marco Torres, l'agent de sécurité chevronné de la banque. Son visage trahissait un malaise, comprenant trop bien ce qui se passait réellement. Bien qu'appelé pour intimider, son hésitation était visible. « Marco, nous allons peut-être avoir besoin de ton aide ici », dit Claudia à haute voix, s'assurant que tout le hall entende. « Alerte à une possible fraude ». Le téléphone d'Elena vibra doucement contre sa jambe. Conférence téléphonique avec la réserve fédérale. 14 heures. Elle l'éteignit sans baisser les yeux, mais le geste fut remarqué par les clients encore présents. Ils n'étaient pas seulement témoins d'une scène, ils assistaient à un règlement de compte. Ricardo soupira théâtralement, s'affalant sur sa chaise comme épuisé par sa simple présence. « Madame, je vois ce genre de choses tous les jours. Des gens qui entrent ici avec des histoires, de fausses pièces d'identité, qui tentent des manipulations émotionnelles pour obtenir de l'argent. Ça ne marchera pas. » Il balaya le hall élégant d'un geste de la main. « Ici, c'est First National, pas un service de cash express bon marché. Nous traitons avec des personnes à haut revenu. » Dans la file, un homme d'affaires bien habillé marmonna entre ses dents. « Donnez-lui l'argent si elle a une pièce d'identité. » Mais une autre cliente, une femme blanche d'âge moyen, acquiesça en direction de Ricardo, murmurant silencieusement « Il ne fait que son travail ». Claudia sortit une pile de formulaires épaisses d'un tiroir. « Nous allons devoir confirmer votre emploi », déclara-t-elle d'un ton neutre. Une preuve de revenus, des documents sur la provenance des fonds et une explication écrite sur l'utilisation prévue de cet argent. Le portefeuille en cuir d'Elena reposait encore fermé sur le comptoir. À l'intérieur se trouvaient des contrats de haut niveau, des dossiers de conseil d'administration, des documents capables de transformer la banque moderne. Mais rien de cela ne comptait pour ceux qui se trouvaient en face d'elle. Tout ce qu'ils voyaient, c'était leurs préjugés, pas ses qualifications. Ricardo fixait son écran, feignant de consulter son compte. « Je remarque quelques anomalies ici, » dit-il d'un ton lisse. « Il y a plusieurs alertes sur ce compte. Nous allons devoir effectuer un contrôle approfondi. » Le flux en direct de Sofia dépassait les 1800 spectateurs. Le hashtag #Tpaul préjugé bancaire explosait sur les réseaux sociaux, les captures d'écran du visage arrogant de Ricardo devenant virales. L'intérieur grandiose de la banque était devenu l'épicentre d'un scandale numérique. « Réunion exécutive dans 45 minutes », annonça la voix au haut-parleur. « Tous les chefs de service sont attendus en salle de conférence à 13h10. » Le compte à rebours ajoutait une tension supplémentaire. Claudia jeta un œil à sa montre, visiblement hésitante. Elle devait se préparer pour la réunion, mais la situation lui échappait. « Madame », dit-elle d'une voix tendue, « je vais vous demander de patienter là-bas pendant que nous terminons la vérification. » Elle désigna un petit banc près du poste de sécurité. Le message était clair, « Vous n'êtes pas à votre place. Asseyez-vous et attendez comme une suspecte. » Marco se dandina nerveusement, voyant clairement l'humiliation à l'œuvre, mais prisonnier de son uniforme et de son rôle. Le téléphone de Sofia vibra de nouveau. 2100 spectateurs, et ce n'était pas fini. Les commentaires affluaient, dénonçant les biais visibles, l'aspect routinier de ce qu'ils voyaient. L'histoire n'était plus confinée à la pièce. Elle se répandait dans le monde, prenant de l'ampleur. « Réunion exécutive dans 30 minutes », annonça le système de sonorisation. « Responsable, veuillez commencer à préparer la salle. » Alors que la foule du déjeuner se dispersait lentement, le compteur de Sofia montait en flèche. 3400 et ça continuait. Même des comptes de journaux locaux rejoignaient le direct. Puis, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent brusquement. Alberto Morales, le directeur régional, entra dans le hall.
Son costume de luxe et sa démarche pressée indiquaient clairement qu'il ne s'agissait pas d'une visite ordinaire. Quelqu'un l'avait appelé en urgence pour éviter un désastre. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Alberto Morales d'une voix portant le poids de 2 décennies de direction d'entreprise. Un seul regard lui suffit pour comprendre la scène. Une femme bien habillée au guichet, une foule tendue, des téléphones en train de filmer. Claudia se précipita à ses côtés, baissant la voix pour qu'Elena n'entende pas. « Possible fraude, monsieur. Elle essaie de faire un retrait important, et les documents ne semblent pas valides. » Ricardo a trouvé plusieurs alertes sur son profil. Alberto hocha gravement la tête, son expression basculant dans un mode de gestion de crise, celui réservé aux catastrophes d'image publique. Il pensait avoir déjà géré ce genre de situation. « Je suis Alberto Morales, directeur régional de First National », déclara-t-il d'un ton formel, s'adressant à Elena. Il semble qu'il y ait eu un malentendu concernant la vérification du compte. Elena ne broncha pas, mais la caméra de Sofia captura le léger plissement de ses yeux. « Il n'y a aucun malentendu, monsieur Morales », répondit-elle d'une voix posée. « J'essaie simplement d'accéder au fond de mon propre compte. » Alberto éleva la voix juste assez pour que la foule entende derrière. Malheureusement, de nos jours, nous voyons de plus en plus d'arnaques sophistiquées, usurpation d'identité, faux documents, escroqueries bien rodées. Les criminels sont de plus en plus malins. Debout sur le côté, Marco Torres se balançait d'un pied sur l'autre, visiblement mal à l'aise. Sa présence en tant qu'agent de sécurité donnait du poids à la discrimination en cours, mais son poste lui liait les mains. Il tenta de proposer une solution. « Monsieur, peut-être pourrions-nous poursuivre cela dans une salle privée ?» suggéra-t-il doucement, espérant désamorcer la situation. Alberto secoua la tête. « Non, agent Torres. Nous croyons en une transparence totale en matière de prévention de la fraude. Nos clients méritent de voir à quel point nous prenons cela au sérieux. » Le direct de Sofia explosait de colère et d'indignation. Les spectateurs écrivaient « Racisme flagrant ». Appelez un avocat en droit civique. Où est la Ligue des droits civiques? Le nombre de vues dépassait les 5200, se propageant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Une femme âgée, bien habillée, s'approcha du guichet avec une impatience croissante. « Excusez-moi, je dois faire un dépôt avant la pause déjeuner. »« Nous traitons une alerte de sécurité », expliqua Ricardo d'un ton chargé d'importance. « Cette cliente demande un retrait important avec des documents suspects. » La vieille dame se tourna vers Elena, l'air sceptique. « Eh bien, de nos jours, il faut être prudent. Les gens tentent de tout. » Mais une nouvelle voix brisa la tension. Un jeune homme en costume élégant, debout près des bureaux des prêts. « C'est inacceptable. Elle a montré sa carte et sa pièce d'identité. Que vous faut-il de plus ?»« Monsieur, » prévint Claudia, intervenant rapidement, « je vais devoir vous demander de ne pas interférer. Nous suivons des procédures strictes pour une raison. » La pièce était divisée. Certains clients acquiesçaient, approuvant le personnel, d'autres restaient figés, choqués en silence, reconnaissant l'injustice systémique retransmise en direct. La caméra de Sofia captait tout, chaque expression subtile, chaque limite franchie, chaque règlement utilisé comme arme. « Je vais avoir besoin de plus de documents », dit Alberto en sortant une épaisse pile de formulaires. « Une preuve d'emploi, vos déclarations fiscales, une explication de l'origine des fonds et une déclaration écrite détaillant l'utilisation prévue de l'argent. » Le téléphone d'Elena vibrait sans relâche. Son assistante, les membres de son conseil. Un avocat lui écrivait « J'ai vu le direct. Veux-tu que j'intervienne ?» Elle ignora tous les messages, gardant son calme tandis que l'humiliation s'intensifiait. « C'est notre procédure standard pour les retraits de grande valeur », ajouta Alberto, même si le mensonge était évident. « Nous devons protéger nos clients et la banque. » Le haut-parleur retentit. « Réunion exécutive dans 20 minutes. Dernier préparatif en cours. » Claudia vérifia à nouveau sa montre. Des rapports restaient à finaliser.
Mais la situation au guichet avait complètement dégénéré. Alberto se tourna de nouveau vers Elena. « Nous devrons aussi parler à votre employeur. Pour quelle entreprise travaillez-vous » La question suintait de présomption. Dans son esprit, elle ne pouvait pas être une femme à succès, probablement au chômage, ou avec un travail sans revenu vérifiable. « Je suis travailleuse indépendante », répondit Elena d'une voix posée. Ricardo laissa échapper un rire sarcastique. « Évidemment, laissez-moi deviner, un genre de freelance, pas de fiche de paie, pas de trace écrite ?» Le nombre de spectateurs du direct atteignit 7800. Des médias intégraient déjà la vidéo. Le hashtag #Discrimination First National était en tendance nationale. Des milliers d'internautes partageaient leurs propres histoires de profilage ou de rejet par des banques. Marco s'approcha d'Elena, le regard désolé. « Madame, je vais devoir vous demander une pièce d'identité supplémentaire. Permis de conduire, carte de sécurité sociale, tout ce qui vérifie votre emploi. » Son ton était doux, mais le message clair. Il ne voulait pas participer à cela, mais il n'avait pas le choix. Sans un mot, Elena tendit ses documents. Elle savait que résister ne ferait qu'empirer les choses. « Marco, passe-les au scanner antifraude », ordonna Alberto, reprenant son ton d'autorité. « Fais un contrôle complet, cherche la moindre anomalie », insista-t-il, même si ce soi-disant contrôle de fraude n'était qu'une tactique pour gagner du temps. Il cherchait comment gérer la foule grandissante, les téléphones toujours braqués, le silence chargé d'attente. Un groupe de jeunes professionnels entra dans la banque, attiré aussitôt par la tension qui régnait dans le hall. Parmi eux, une femme d'une trentaine d'années aperçut la scène et en comprit immédiatement la nature. Elle leva son téléphone. « C'est une blague », dit-elle d'un ton cinglant. « Vous harcelez une femme parce qu'elle essaie d'accéder à son propre argent ? On n'est plus dans les années 60. » « Madame, nous vous demandons de ne pas interférer avec les procédures de sécurité, » rétorqua Claudia d'un ton sec et défensif. « Nous avons parfaitement le droit de vérifier les transactions de grande valeur. »« Alors montrez-moi où cette règle est écrite, » répliqua la femme. « J'ai déjà retiré plus que ça sans que personne ne dise un mot. » Claudia rougit. Ses mots étaient tendus. « Nos protocoles sont les mêmes pour chaque client. Cela n'a rien à voir avec qui elle est. » Mais tout le monde voyait clair, le mensonge était trop mince. Autour, les clients entraient et sortaient, effectuaient leurs opérations sans être interrogés, tandis qu'Elena était traitée comme une criminelle. La batterie du téléphone de Sofia se vidait rapidement, mais l'histoire était déjà virale. D'autres directs avaient recommencé, les pages d'actualité s'en étaient emparées, des groupes de défense relayaient l'affaire. « Réunion des cadres dans 15 minutes », annonça la voix au plafond. « Tous les départements sont attendus en salle de conférence. » L'oreillette d'Alberto grésilla. Une voix pressante retentit. « Monsieur Morales, la sécurité du siège veut vous parler immédiatement. C'est au sujet du direct. » Le siège avait vu la vidéo. Les équipes juridiques étaient sûrement déjà en alerte. Les lignes de communication de la cellule RP devaient surchauffer, mais le mal était fait. « Nous allons vous demander de rester ici pendant la vérification », déclara Alberto d'une voix forte, tentant de garder le contrôle. « Cela pourrait prendre plusieurs heures. » Le sous-entendu était évident. « Acceptez l'humiliation ou partez sans votre argent. » Mais Elena ne broncha pas. Son expression resta calme, même si le poids du préjugé racial l'encerclait. Marco restait là, silencieux, incapable de croiser son regard. Il comprenait ce qui se passait, mais il avait besoin de son salaire. Le direct de Sofia atteignit 12 400 spectateurs, des avocats spécialisés en droit civique, des experts financiers et des journalistes envahissaient les commentaires, conscients de l'importance de ce qui se jouait. Le moment devenait irréversible. Réunion des cadres dans 10 minutes. Tous les responsables sont attendus, annonça une nouvelle fois la voix. Et puis tout changea. Elena défit lentement son porte-document en cuir avec un geste mesuré, intentionnel. Les gens se penchèrent, sentant que l'atmosphère basculait. Une onde parcourut le hall. Le direct de Sofia dépassa 15 600 spectateurs.
Les notifications affluaient depuis des comptes certifiés. Quelque chose se préparait. Elle est trop calme. Cette femme maîtrise la situation. Elena sortit une simple carte de visite. Les lettres dorées scintillaient sous la lumière du lustre. Elle la posa en silence devant Ricardo Herrera. Il y jeta un regard méprisant sans dissimuler son dédain. Elena Jiménez, présidente directrice générale, Jiménez Financial Group, lut-il de haute voix avec un rictus. Ouais, bien sûr. Ces fausses cartes, on en trouve à l'appel sur Internet. Mais Alberto s'approcha. Ses yeux se plissèrent. Il y avait quelque chose dans cette carte. Le poids, la police, la qualité, qui réveillait un vieux souvenir. Jiménez Financial Group, répéta-t-il, sa voix plus lente, comme si les mots faisaient remonter une note oubliée dans un mémo d'entreprise. Elena sortit une seconde carte de son porte-document. Celle-ci arborait l'emblème de la First National Bank et de fines mentions juridiques. Membre du conseil d'administration, actionnaire préférentiel, droit de vote série A. Le visage d'Alberto devint livide. Ses mains tremblaient légèrement en relisant le texte, clignant des yeux comme s'il essayait d'émerger d'un cauchemar. « Vous êtes au conseil ?» demanda-t-il, la voix cassée sous la pression. Elena ne scia pas. « Pas seulement membre du conseil, monsieur Morales », répondit-elle, sa voix pleine d'une autorité mesurée. « Jiménez Financial Group détient 31% de First National Corporation. Nous sommes votre principal actionnaire. » La phrase résonna comme un coup de tonnerre. La foule eut un sursaut. La mâchoire de Ricardo se relâcha. La carte glissa de ses doigts. Claudia recula d'un pas, le visage vidé de toute couleur. Le direct de Sofia explosa. Le nombre de spectateurs passa de 15 600 à plus de 28 000 en moins d'une minute. Les commentaires déferlèrent sur l'écran de Sofia. « Attendez, elle possède la banque? Quel retournement! Incroyable !» Partout dans le monde, les médias intégraient déjà les images dans leurs bulletins d'information. Marco Torres resta figé, secouant lentement la tête. La reconnaissance s'installa enfin. Il avait vu sa photo auparavant, dans les comptes rendus du conseil, les rapports annuels, les bulletins internes. La femme humiliée depuis près d'une heure n'était pas une simple cliente, elle était au sommet de la hiérarchie. Elena Jiménez reprit la parole, sa voix ferme, tranchant dans le silence pesant. « Jiménez Financial Group », dit-elle en ouvrant son porte-document pour révéler des documents officiels d'acquisition qui firent écarquiller les yeux de Ricardo, a pris le contrôle majoritaire il y a 8 mois. Elle désigna calmement la salle de conférence. « Cette réunion à laquelle vous vous préparez, c'est mon rapport trimestriel du conseil d'administration. » Le hall était plongé dans un silence total. Les clients, qui venaient d'assister à un acte flagrant de discrimination, comprirent qu'ils étaient témoins d'un moment historique dans le monde de la finance. La caméra de Sofia captait chaque battement de paupières, chaque expression, chaque seconde du plus coûteux désastre de service client de l'histoire de First National. L'ordre du jour d'aujourd'hui inclut une évaluation approfondie de l'expérience client dans toutes nos agences, poursuivit Elena en sortant un dossier épais et annoté. Confidentiel. Révision du conseil. J'ai visité plusieurs agences anonymement ces derniers mois pour observer comment le personnel de première ligne traite nos clients. Elle se tourna vers Ricardo, dont les mains tremblaient sur le comptoir. L'interaction d'aujourd'hui ? C'était un test programmé de vos procédures de service client, et vous venez de nous fournir certaines des données les plus révélatrices que nous ayons jamais reçues. Dans un coin, un couple âgé échangea un regard horrifié. Le cadre qui avait plutôt défendu le comportement de Ricardo s'empressa maintenant d'effacer ses publications sur les réseaux sociaux. Même les caméras de sécurité immobiles semblaient juger en silence. Alberto Morales attrapa sa radio dans un mouvement de panique. « Tous les responsables en salle de conférence, immédiatement !» aboya-t-il. « Code rouge, ce n'est pas un exercice. » Mais c'était bien trop tard. Le direct de Sofia se propageait comme un incendie, à la vitesse de la lumière. Le mot dièse number sign discrimination bancaire faisait le tour du monde. En moins d'une minute, il devint le sujet le plus tendance.
Des captures d'écran du sourire moqueur de Ricardo et de l'attitude hautaine de Claudia inondaient les plateformes. L'ascenseur sonna et l'assistante du président de la banque, Giovanni Navarro, sortit, le teint livide. Elle avait vu les images en ligne et comprenait l'ampleur de ce qui se déroulait. Elena jeta calmement un coup d'œil à son téléphone. La commission fédérale bancaire a été alertée il y a 12 minutes, dit-elle en montrant son écran. Notre service conformité est tenu de signaler en temps réel tout soupçon de discrimination. Elle toucha à nouveau l'écran. Le bureau de la sénatrice Warren surveille désormais le direct. Le comité des services financiers de la Chambre des représentants a été informé. Le visage de Ricardo vira au gris. Il n'aurait jamais imaginé que ces actes puissent déclencher une enquête parlementaire. Sa formation n'avait jamais abordé l'impact réel des préjugés, seulement les procédures mécaniques. Madame Jiménez, commença Alberto, sa voix douce et hésitante, des années de langage d'entreprise devenues inutiles. Je regrette profondément ce qui s'est passé. Il n'y a rien à mal comprendre ici, monsieur Morales, coupa Elena. Ce n'était pas un accident. C'était systémique. Et cela a été documenté du début à la fin. Elle posa un autre dossier sur le comptoir. C'est précisément pour cela que Jiménez Financial Group a mis en place une formation obligatoire contre les préjugés dans l'ensemble de notre portefeuille. Vous trouverez la politique référencée ici. Elle l'ouvrit à une page précise et tapa du doigt sur le texte. Enfreindre la loi fédérale sur l'égalité d'accès au crédit peut entraîner des amendes allant jusqu'à 500 000 $ par infraction. La loi sur le réinvestissement communautaire oblige les institutions comme celle-ci à traiter tous les clients équitablement, sans distinction de race. Ce n'était pas de simples menaces. Avant de fonder Jiménez Financial, Elena avait exercé comme l'une des meilleures avocates en droit des affaires. Elle connaissait les lois bancaires aussi bien que les régulateurs. Notre division juridique comprend plusieurs anciens responsables du Trésor, des juges fédéraux et des conseillers parlementaires, dit-elle en faisant défiler sa liste de contacts à l'écran. 23 avocats examinent actuellement cet incident. L'audience du direct de Sofia atteignait désormais 38 000 spectateurs. D'autres directs étaient actifs sur toutes les grandes plateformes. CNN, MSNBC, même la presse internationale couvrait l'affaire. Ricardo tenta de sauver la face, mais sa voix se brisa. « Madame Jiménez, je ne faisais que suivre le protocole. Je ne savais pas. C'est un malentendu. » Elena incline légèrement la tête. « Alors, montrez-moi la section de votre manuel de formation qui approuve le profilage racial, » dit-elle froidement. « Indiquez-moi la page où il est écrit. Certains clients doivent être présumés frauduleux jusqu'à preuve du contraire. » Le silence devint étouffant. Ricardo ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses 12 années d'expérience dans le secteur ne comptaient plus face à ce moment. Son autorité avait disparu. Claudia s'avança, désespérée. « Madame, il y a sûrement un moyen de régler ça en interne, par les voies officielles. » Elena ne broncha pas. « Vous avez perdu cette chance il y a 40 minutes, quand vous avez menacé de faire intervenir des agents fédéraux contre une actionnaire de cette institution. » Elle fit un signe vers Sofia. « Le direct a tout capté. Et maintenant, les régulateurs vont examiner chaque seconde. » Elena tapa sur son téléphone et ouvrit une application de suivi boursier. L'écran affichait les chiffres du marché en temps réel après la clôture. L'action de First National Corporation a chuté de 4,2%, annonça-t-elle. Cela représente environ 340 millions de dollars de valeur boursière perdue. Le poids de ces mots plana lourdement dans l'air. L'effondrement fut immédiat et stupéfiant. Les outils de suivi de l'opinion montraient que près de 9 publications sur 10 sous les hashtags de la banque étaient négatives. Les cellules de crise à travers tout le secteur financier étaient déjà en état d'alerte maximale. Chez Jiménez Financial Group, poursuivit Elena d'un ton égal, notre stratégie d'investissement place les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance au premier plan. Ce qui s'est produit aujourd'hui constitue une violation grave de notre accord de partenariat avec First National. Elle sortit un dossier marqué confidentiel, protocole de désengagement de son attaché-case. Notre conseil d'administration a autorisé la liquidation immédiate de nos actifs dès que des signes de discrimination seraient confirmés. Ce direct en est la preuve. Une vague de réactions discrètes parcourut le hall. Les visages passèrent de la curiosité à la stupeur. La femme âgée qui avait autrefois défendu la banque semblait désormais accablée de remords. Le groupe de jeunes professionnels qui soutenaient Elena gardait les téléphones levés, conscients qu'ils filmaient un moment historique. Marco Torres s'approche lentement, son instinct de sécurité en conflit avec le renversement de pouvoir. « Madame Jiménez, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait plus. J'aurais dû voir ce qui se passait. » « Agent Torres, dit Elena en l'arrêtant doucement, vous avez été placé dans une situation impossible. Vous n'avez pas causé cela. Votre hésitation, c'était de l'intégrité, et cela figurera dans nos conclusions. » Un soulagement visible se peignit sur le visage de Marco. Contrairement aux autres, il avait résisté à la pression au lieu de l'exercer. Elena jeta un nouveau coup d'œil à son téléphone. Les algorithmes boursiers basés sur l'intelligence artificielle signalent déjà l'incident. Les grands investisseurs sont alertés d'éventuelles violations des critères ESG chez First National. Elle tourna l'écran vers la foule, montrant des notifications entrantes de BlackRock, Vanguard et State Street, des géants de la finance mondiale. « Ils observent comment la situation sera gérée ce soir, » dit-elle. « Cela servira de référence en matière de responsabilité d'entreprise. » Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent brusquement. Giovanni Navarro, le président de la banque, apparut essoufflé, les cheveux en désordre après avoir couru dans le siège social. Son assistante l'avait brièvement informé pendant le trajet, mais rien ne l'avait préparé à l'ampleur de ce qu'il découvrait. « Madame Jiménez, » commença-t-il en ignorant toute son équipe de direction, « je tiens à vous assurer personnellement, ce n'est pas ce que nous sommes chez First National. » Elena soutint son regard sans vaciller. « Au contraire, monsieur Navarro. C'est exactement ce que nous avons documenté dans plusieurs agences. Des préjugés intégrés dans les politiques, une formation insuffisante et une direction qui détourne le regard. » Elle posa un dernier document sur le comptoir, un audit épais marqué usage interne uniquement. Navarro se pencha et pâlit. Notre revue trimestrielle a révélé 47 plaintes formelles pour discrimination raciale au cours des 6 derniers mois. 78% concernèrent des clients signalés sur la base de critères non financiers. Impossible de nier. Les preuves n'étaient pas cachées. Elles étaient désormais publiques, archivées à jamais dans le direct de Sofia. Ce direct atteignait maintenant 45 000 spectateurs. Des extraits étaient déjà repartagés dans le monde entier. Une tempête de responsabilité venait de s'enclencher. Et puis, quelque chose de remarquable se produisit. Des applaudissements éclatèrent timidement au fond du hall, puis d'autres. En quelques secondes, la pièce fut remplie d'applaudissements, un élan de soulagement, de justice et d'émerveillement de la part de personnes ordinaires qui venaient d'assister à un moment de vérité en temps réel. Elena se tenait droite, non plus comme une femme défendant sa dignité, mais comme une PDG maîtrisant la salle. « Mesdames et messieurs, » dit-elle d'une voix calme et assurée, « ceci conclut notre évaluation des protocoles de service client de First National. » Elle se tourna vers Navarro. « Allons-nous maintenant discuter des mesures correctives que votre institution va mettre en place ?» Ricardo, Claudia et Alberto restèrent figés, telles des pièces ratées dans une galerie de honte corporative. Leur carrière était terminée. Mais les répercussions de cet instant ne faisaient que commencer. Navarro regarda autour de lui, tel un général sur un champ de bataille en ruine. En toutes ces années de banque, il n'avait jamais assisté à un effondrement aussi rapide ni aussi public. « Madame Jiménez, » dit-il prudemment, peinant à garder son calme, « je souhaiterais personnellement traiter cette situation sans précédent. » Elena ne bougea pas du comptoir.
Son attaché-case ouvert ressemblait plus à une base de commandement qu'à un sac à main, rempli de documents juridiques, de rapports confidentiels et de plans de désengagement. Des problèmes sans précédent exigent des solutions sans précédent, Monsieur Navarro, répondit-elle fermement. Commençons donc par les indicateurs qui nous ont conduits ici. Elle leva sa tablette, révélant des données en temps réel qui firent se crisper la mâchoire de Navarro. Jiménez Financial suit la satisfaction client dans chacune des entreprises dans lesquelles nous investissons. Actuellement, First National Corporation n'affiche qu'un taux de 68% en qualité de service client, déclara Elena, tenant la tablette bien en vue pour toute la salle. C'est le score le plus bas de tout notre portefeuille de services financiers. Le live stream de Sophia avait dépassé les 52 000 spectateurs. Les grandes chaînes d'information diffusaient désormais les images en direct, aux côtés de leurs présentateurs, révélant au monde entier l'effondrement en temps réel de la confiance envers l'entreprise. Professionnels du secteur, législateurs et dirigeants suivaient le plus grand scandale de discrimination de l'histoire bancaire. Nos audits internes révèlent des tendances inquiétantes, poursuivit Elena en se référant à un dossier volumineux que Navarro reconnut pour l'avoir déjà vu lors de précédentes réunions du Conseil. 47 plaintes officielles pour discrimination raciale ont été déposées dans vos agences au cours des 6 derniers mois. Elle lui tendit une répartition détaillée et tandis que Navarro la lisait, ses mains tremblaient visiblement. 78% de ces plaintes concernaient des clients issus de communautés marginalisées. 63% venaient d'agences dont la culture managériale ressemble fortement à ce que nous avons vu aujourd'hui. Ricardo Herrera resta immobile à son guichet, réalisant peu à peu que sa carrière s'effondrait minute après minute. Claudia Delgado serrait son badge de superviseur comme s'il pouvait la maintenir à flot, mais tout le monde voyait qu'elle était déjà en train de sombrer. « Il ne s'agit pas seulement de votre cours en bourse », poursuivit Elena en ouvrant un autre tableau financier sur son téléphone. « Il s'agit de gouvernance. Jiménez Financial Group détient 31% des actions de First National. Cela nous donne une influence considérable sur les décisions de direction et les rémunérations. » Navarro s'empara de sa tablette, faisant défiler frénétiquement des manuels de crise qui semblaient soudainement obsolètes. « Madame Jiménez, demanda-t-il d'une voix tendue, quelles mesures pouvons-nous prendre dès maintenant pour montrer que nous prenons nos responsabilités ?» Elena ne perdit pas une seconde. Elle se tourna vers les 3 employés responsables de la débâcle. « La responsabilité commence par des conséquences, déclara-t-elle fermement. Monsieur Herrera sera immédiatement licencié pour violation des lois fédérales contre la discrimination. » Le visage de Ricardo devint livide. « Madame Delgado sera suspendue pendant qu'une enquête complète sur sa gestion sera menée, » poursuivit Elena, faisant glisser des documents juridiques sur le comptoir. Des documents qui déclenchèrent chez Navarro toutes les alarmes de son passé d'avocat. « Quant à Monsieur Morales, » ajouta-t-elle en se tournant vers le directeur régional dont le visage s'était vidé de toute couleur, « il fera l'objet d'un examen immédiat. » Ces réponses récurrentes aux plaintes pour discrimination dans plusieurs agences suggèrent des problèmes de conformité plus profonds. Alberto Morales déglutit avec difficulté. Une carrière dans la banque régionale ne survit que rarement à un tel niveau de contrôle. Le Community Reinvestment Act exige que les banques assurées fédéralement fournissent des services équitables à tous les membres de la communauté, déclara Elena d'un ton ferme et tranchant. L'incident d'aujourd'hui, combiné aux données existantes, constitue une violation par schéma et pratique, un sujet que les régulateurs fédéraux prennent très au sérieux. Le téléphone de Navarro n'arrêtait pas de vibrer, appels de juristes, d'agents de conformité, de régulateurs et de membres du conseil d'administration qui observaient le désastre en direct. La caméra de Sophia captura l'instant précis où il comprit. Sa banque risquait une enquête fédérale à grande échelle, une fuite des investisseurs et des recours collectifs. Et pire encore, il perdait le soutien de son actionnaire le plus influent.
Jiménez Financial entretient des relations directes avec des investisseurs institutionnels qui gèrent plus de 2,3 milliards de dollars d'actifs, ajouta Elena en montrant son écran. BlackRock, Vanguard, State Street, ils observent ceci comme un test de vos engagements ESG et de votre capacité à diriger. Le message était clair, nettoyez cette situation où le marché s'en chargera. Elena poursuivit, nos analyses environnementales, sociales et de gouvernance influencent nos décisions d'investissement dans tout notre portefeuille. Ce qui s'est passé ce soir constitue une violation grave des principes fondamentaux de la responsabilité d'entreprise. Elle sortit de sa mallette des notifications juridiques officielles. Les yeux de Navarro s'écarquillèrent. Les règlements fédéraux imposent de signaler rapidement toute violation des droits civiques. Nous avons déjà envoyé des rapports préliminaires à la FDIC, à l'OCC et à la Réserve fédérale, il y a 40 minutes. Marco Torres se tenait non loin, sa présence silencieuse mais puissante. Ce qui avait autrefois été un rôle de complicité forcée semblait désormais une forme de rédemption méritée. Sa résistance discrète n'était plus perçue comme de la faiblesse, mais comme une preuve d'intégrité. Elena consulta un document qui n'avait rien de spontané. Une réponse immédiate est exigée. First National Corporation dispose de 24 heures pour soumettre un plan détaillant des réformes concrètes afin de lutter contre la discrimination systémique. Elle tapota une liste sur sa tablette. Laissez-moi vous montrer ce que cela implique. Point 1. Licenciement immédiat de tous les employés impliqués dans l'incident d'aujourd'hui, avec une enquête sur les plaintes et accords passés. Coût estimé, environ 200 000 $ en frais juridiques et RH. Point 2. Formation obligatoire sur les biais inconscients pour tous les employés en contact avec la clientèle dans un délai de 60 jours. 40 heures de certification initiale, avec renouvellement annuel obligatoire. Coût prévu pour la mise en œuvre, 12 millions de $ à l'échelle du groupe. Point 3. Système de surveillance basé sur l'intelligence artificielle pour détecter et signaler en temps réel tout comportement discriminatoire. La plateforme alerterait la direction en cas de biais potentiel lors des interactions avec les clients. Coût de développement, 45 millions de $. Maintenance annuelle, 8 millions. L'écran de Navarro affichait en temps réel l'impact financier. C'était énorme, mais encore loin des conséquences que représenteraient des amendes réglementaires ou le retrait complet des investisseurs. Point 4. Création d'un poste indépendant de médiateur pour les droits civiques avec un accès direct au conseil d'administration, déclara Elena. Ce bureau enquêtera sur toutes les plaintes pour discrimination et aura autorité pour recommander des licenciements et des modifications de politique. Budget annuel, 5 millions de $. Point 5. Mise en place d'un fonds d'investissement communautaire de 25 millions de $ pour soutenir les entreprises appartenant à des minorités et les programmes d'éducation financière dans les zones défavorisées. Il ne s'agissait plus seulement de modifier des politiques internes, c'était une véritable démonstration de responsabilité. L'audience du livestream de Sophia assistait à un niveau de transparence d'entreprise encore jamais vu dans le secteur. Les commentaires affluaient, notamment de professionnels du monde bancaire qui reconnaissaient à quel point ces exigences étaient inédites. « Notre délai est non négociable », déclara Elena. Le conseil de Jiménez Financial Group se réunit demain matin pour examiner la réponse de First National. S'il l'approuve, notre partenariat continue. Mais s'il la rejette, nous retirerons immédiatement notre investissement de 1,2 milliard de $. Elle désigna un écran affichant les données de marché en temps réel. Les algorithmes réagissaient déjà, anticipant un possible retrait des investisseurs institutionnels. Le départ de Jiménez Financial Group déclencherait presque à coup sûr une réaction en chaîne, poussant d'autres entreprises alignées sur les critères ESG à faire de même.
Ce n'était pas une menace en l'air, c'était un avertissement méticuleusement conçu. Le retrait massif du capital institutionnel pourrait atteindre 3,8 milliards de dollars, entraînant un effondrement de la cote de crédit de la banque et possiblement des mesures réglementaires. Enfin, Ricardo Herrera prit la parole, sa voix brisée par la peur qui avait remplacé son assurance précédente. « Madame Jiménez, j'ai 2 enfants, un prêt immobilier, je ne faisais que suivre les consignes de l'entreprise. » « Alors, montrez-moi la politique qui demande aux employés de juger les clients sur la base de stéréotypes, » répliqua Elena. « Trouvez-moi dans le manuel de formation la section qui dit que certains clients doivent être présumés frauduleux sur la base d'hypothèses. » Ricardo ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Une telle règle n'existait pas. Elle ne pouvait pas exister. La loi fédérale interdisait formellement ce qu'il avait fait depuis des années. Claudia Delgado tenta d'intervenir. « Madame, nous ne faisions que suivre les procédures standards pour les retraits importants. » Elena ne laissa aucun silence. « J'ai déjà retiré des sommes bien plus importantes dans cette agence. Jamais on ne m'a demandé de vérification supplémentaire. La seule chose différente aujourd'hui, c'était qu'elle ne correspondait pas à leurs attentes. » Le téléphone de Sofia affichait désormais plus de 67 000 spectateurs. Les grands médias financiers internationaux analysaient déjà les conséquences juridiques et réglementaires. Même l'Union européenne avait évoqué l'incident lors de discussions sur la surveillance du secteur bancaire américain. Elena consulta les directives fédérales bancaires. La Réserve fédérale exige que les banques respectent les régulations sur le réinvestissement communautaire. Des violations répétées des lois anti-discrimination peuvent entraîner un audit opérationnel complet, voire la révocation de l'agrément bancaire. Navarro jeta un coup d'œil à sa montre. L'équipe juridique attendait. Les régulateurs fédéraux exigeaient des réponses. Et l'actionnaire le plus influent de toute l'histoire bancaire attendait une décision. Chez Jiménez, nous croyons en la transformation, pas en la destruction, dit calmement Elena. Sa voix était posée, mais la gravité de sa proposition était indiscutable. Nous sommes ouverts à une collaboration avec First National pour bâtir des réformes concrètes et poser de nouveaux standards d'inclusion. Elle commença à ranger sa mallette, chaque geste précis et mesuré. Mais nous n'avancerons que si cette responsabilité est réelle, pas une simple opération de communication. Ces mots eurent plus de poids que n'importe quelle menace. Le pouvoir économique accomplissait ce que des décennies de protestations et de procès n'avaient pas réussi à faire, rendre justice. Navarro savait que les prochaines 24 heures décideraient du sort de First National, survivre ou devenir un exemple étudié dans les écoles pendant des années. Le direct de Sofia venait de documenter l'échec en service client le plus coûteux de toute l'histoire bancaire. Et le bilan final n'était même pas encore connu. 24 heures plus tard, Giovanni Navarro se tenait devant le conseil d'administration, réuni en session d'urgence dans la salle de conférence exécutive. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il tenait son discours. La tension se reflétait sur la surface brillante de la table en acajou, tandis que les directeurs venus de tout le pays attendaient sa réponse à l'ultimatum de Jiménez. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « First National assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé hier. Nous mettons en œuvre des réformes immédiates et de grande ampleur. » Le live stream de Sofia avait désormais été visionné plus de 3,2 millions de fois sur toutes les plateformes. Le hashtag #BankOwnerReveal dominait les réseaux sociaux depuis 18 heures consécutives, déclenchant un débat mondial sur les biais raciaux dans les services financiers. À effet immédiat, Ricardo Herrera a été licencié, poursuivit Navarro. Notre enquête interne a révélé un dossier profondément troublant. 7 années de comportement discriminatoire et 34 plaintes ignorées. L'enquête avait été rapide et accablante.
Les documents RH montraient de nombreux cas où des clients étaient soumis à des vérifications supplémentaires selon leur apparence ou origine supposée, tandis que les clients blancs passaient sans contrôle. Elena Jiménez était assise en bout de table, son autorité en tant que principal actionnaire désormais incontestable. « Et qu'en est-il de Madame Delgado ?» demanda-t-elle calmement. « Elle a également été renvoyée, » répondit Navarro. Son inaction face à des signes évidents de discrimination représente une grave défaillance en matière de leadership. Alberto Morales avait déjà démissionné, reconnaissant que son manque de supervision avait permis à ses pratiques de prospérer dans plusieurs agences. Son départ n'était que le début. D'autres enquêtes étaient attendues ailleurs. Notre conseil d'administration a approuvé à l'unanimité les normes Jiménez, annonça Navarro en consultant le plan de réforme détaillé. Le déploiement commença dès ce jour, avec un budget initial de 67 millions de dollars pour la première année. Le coût était élevé, mais les alternatives, sanctions fédérales et retrait massif des investisseurs auraient entraîné des pertes de plusieurs milliards. Marco Torres entra dans la salle du conseil avec un nouveau badge, directeur de la conformité et de la défense des clients. Sa promotion unanime de simple agent de sécurité à un poste exécutif était une reconnaissance directe de son comportement exemplaire durant l'incident. Notre programme de formation sur les biais commence lundi dans nos 342 agences, annonça Marco. Dans un délai de 60 jours, chaque employé en contact avec la clientèle devra avoir suivi une certification de 40 heures. Le programme couvrira la reconnaissance des biais implicites, la gestion des situations tendues et le respect des lois anti-discrimination. Sofia Rios venait d'être nommée responsable des communications externes de la banque. Son passé de journaliste engagé faisait d'elle la personne idéale pour diriger les efforts de transparence. Son expérience directe dans la documentation des discriminations aiderait à prévenir de futurs abus. Notre système de surveillance par IA entre en phase de test bêta la semaine prochaine, annonça Sofia. Le logiciel surveillerait les interactions clients en direct, signalant immédiatement tout comportement préoccupant au superviseur. Il ne s'agissait pas d'une technologie vague ou futuriste. Jiménez Financial avait investi dans un outil de pointe capable de détecter en temps réel un langage biaisé ou des signes de tension. La docteure Valentina Ortega a accepté le poste de médiatrice indépendante pour les droits civiques, ajouta Navarro. L'ancienne avocate du département de la justice rendrait compte directement au Conseil, avec le pouvoir d'ouvrir des enquêtes et de sanctionner immédiatement les fautifs. Sa nomination envoyait un message clair. First National visait une vraie transformation, pas un simple geste symbolique. L'investissement communautaire commence dès maintenant, précisa Elena en consultant le calendrier de déploiement. Une initiative de 25 millions de dollars financerait des prêts à faible taux pour les entreprises de minorité et proposerait une éducation financière dans les quartiers défavorisés. Mais les effets ne se limitaient pas à First National. Les banques concurrentes commençaient à adopter des mesures similaires, conscientes que l'examen de Jiménez pourrait bientôt s'étendre à d'autres sociétés de son portefeuille. « Nous avons reçu les félicitations des régulateurs fédéraux », déclara prudemment Navarro. Des agences telles que la Réserve fédérale, la FDIC et l'Office of the Comptroller of the Currency suivaient les progrès de First National, peut-être comme modèle pour une réforme plus large. Ce qui aurait pu devenir un désastre réglementaire s'était transformé en exemple d'action responsable. Les autorités fédérales citaient désormais First National comme référence dans la gestion des crises de discrimination. Le cours de notre action s'est complètement redressé, et même au-delà, annonça Navarro en consultant les dernières données boursières. La confiance des investisseurs dans l'engagement de la banque en faveur du changement avait en réalité renforcé l'entreprise. Jiménez Financial n'avait pas seulement maintenu son investissement, elle l'avait augmenté, envoyant un message fort à toutes les institutions.
Les fonds alignés sur les critères ESG voyaient désormais en First National la preuve qu'une transformation était possible. Dans 6 mois, nous procéderons à une évaluation complète de chaque initiative, déclara Elena. Si les résultats étaient concluants, le partenariat continuerait et la participation de Jiménez pourrait croître. Mais en cas d'échec, le désinvestissement serait immédiat avec un rapport public sur les insuffisances. Cette structure garantissait que les efforts de réforme seraient réels et non symboliques. Les premières images filmées par Sofia avaient même déclenché des enquêtes parlementaires sur la discrimination bancaire, avec First National, présenté comme la preuve que la pression du marché pouvait être plus rapide et plus efficace que les réglementations. Cela prouve que la pression économique engendre des changements plus rapides que la régulation ne l'a jamais fait, déclara Elena lors d'un entretien pour une étude de cas de la Harvard Business School. Quand la discrimination devient coûteuse, les institutions réagissent rapidement. La révolution silencieuse avait dépassé toutes les attentes. La justice financière avait accompli ce que les systèmes juridiques peinaient à faire: protéger les clients de demain grâce à de véritables changements structurels. Pour First National, traiter chaque client avec respect n'était plus seulement une nécessité éthique. C'était devenu une exigence financière pour assurer sa survie à long terme. 1 an après l'incident à l'origine de tout cela, Elena Jiménez se tenait devant le sommet mondial pour l'égalité bancaire, représentant un secteur transformé par un moment de vérité incontestable. Dans notre domaine, la dignité n'est pas négociable, déclara-t-elle aux délégués de 47 pays. Lorsque nous avons pris position, nous avons construit un système qui protège aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Dans toutes les banques ayant adopté les réformes Jiménez, les plaintes pour discrimination avaient chuté de 52%. Les prêts accordés aux entreprises appartenant à des minorités avaient augmenté de 34%, alors que les banques cherchaient à prouver leur engagement envers l'équité. Le documentaire de Sofia Rios, Propriété de la justice, une révolution bancaire, venait de faire sa première au Festival de Cannes, remportant la prestigieuse Palme d'Or du meilleur documentaire. Son travail journalistique, né d'un simple acte de courage, était devenu une plateforme mondiale dénonçant les défaillances systémiques du secteur financier. « Une seule vidéo a tout changé », déclara Sofia lors d'interviews. Elle a prouvé que lorsque des gens ordinaires filment la vérité et prennent la parole, même les institutions les plus puissantes doivent rendre des comptes. Le Fonds pour l'égalité, lancé par le groupe financier Jiménez, avait distribué 127 millions de dollars en prêts professionnels à des entrepreneurs issus de minorités, ce qui avait conduit à la création de plus de 8400 emplois à travers le pays. Des centres-villes aux petites communes, les histoires de réussite se multipliaient là où les barrières discriminatoires avaient été levées. Marco Torres, ancien agent de sécurité, était devenu un visage familier des sommets bancaires nationaux. Son parcours, jusqu'au poste de directeur de la conformité, avait inspiré des programmes similaires de diversité dans des institutions partout au pays. Grâce à son expérience directe des biais internes, il jouait un rôle clé dans l'identification précoce des problèmes potentiels. La pression économique obtient ce que la morale seule ne parvient souvent pas à faire, observa Elena lors d'un cours à la Stanford Graduate School of Business. Quand l'injustice commence à coûter de l'argent, les entreprises n'attendent pas pour changer. Les agences fédérales bancaires adoptèrent rapidement les réformes Jiménez comme normes recommandées du secteur. Le ministère de la Justice cita même la transformation de First National comme preuve que les incitations financières pouvaient favoriser des progrès plus rapides que les batailles juridiques. Ces transformations démontraient que la documentation stratégique pouvait briser les préjugés institutionnels plus efficacement que la confrontation seule. L'approche rigoureuse et mesurée d'Elena avait donné naissance à de véritables récits de rédemption, source d'inspiration bien au-delà du monde bancaire. Les témoignages issus de communautés marginalisées prouvent que
Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, des systèmes entiers peuvent évoluer. Des vies marquées par la dignité et protégées par des stratégies économiques nous rappellent que la justice peut prendre des formes puissantes. Ricardo Herrera, après avoir suivi une formation intensive sur les biais et l'inclusion, travaille désormais dans une caisse de crédit. Il partage ouvertement ses erreurs passées pour avertir les autres, offrant une perspective rare et essentielle sur les dangers des préjugés inconscients. Sa décision d'assumer ses responsabilités s'inscrivait dans un vaste programme éducatif à l'échelle du secteur financier. Les vagues de changement continuaient de s'étendre. Chaque fois qu'un client est traité équitablement, quelle que soit son origine, l'héritage de First National se poursuit. Chaque banquier qui adopte l'inclusion rend hommage au courage de ceux qui ont exigé des comptes quand cela comptait le plus. Le monde de l'entreprise aux États-Unis commença à repenser sa réponse à la discrimination. Le modèle Jiménez dépassa rapidement le secteur financier. Hôpitaux, chaînes de magasins et hôtels commencèrent à suivre le même schéma. Les sociétés d'investissement, elles aussi, utilisèrent leur poids financier pour encourager des changements concrets dans divers secteurs. Les récits authentiques ont un véritable impact, déclara Helena en concluant son discours au sommet. Quand nous documentons l'injustice et tenons les institutions responsables grâce à des actions stratégiques, nous construisons l'avenir que nos communautés attendent depuis longtemps. Si vous avez été victime de discrimination dans les services financiers, nous vous invitons à partager votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut faire la différence. Votre voix a le pouvoir de provoquer le changement. Ces récits silencieux mais puissants de résistance et de justice méritent d'être entendus. Inscrivez-vous pour découvrir d'autres témoignages de dignité triomphante et de justice rendue grâce au courage stratégique. Ensemble, nous disons la vérité et exigeons le respect auquel chaque personne a droit.